Et bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby comme chaque lundi soir. Ça y est, c'est le retour du Top 14. L'UBB recevra la section palois ce vendredi soir à 21h10. On va parler de pas mal de choses ce soir, du 15 de France et également de ce livre qui est sorti le 14 novembre dernier avec 4 journalistes du journal Sud-Ouest qui ont sorti le livre Histoire d'une folle reconquête aux éditions Sud-Ouest. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mathieu Delzobo est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Également Yoann Lesoriès, journaliste chez Sud-Ouest. Bonsoir Yoann. Bonsoir. Et notre invité Jefferson Poivreau, joueur de l'UBB. Bonsoir Jefferson. Bonsoir. Merci d'être avec nous Jefferson. Ça y est, c'est la grande reprise du Top 14. Avant tout, comment ça s'est passé un petit peu les vacances et cette petite trêve? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. On est parti sur une bonne note, donc c'est toujours plus facile de partir comme ça. Ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'après voilà, les 9 matchs, on avait besoin de couper. Et on l'a fait. Puis là, la reprise, on est impatient d'être à vendredi. Ouais, ça va vite arriver, ça, Mathieu. Oui, et on imagine que les vacances ont fait du bien parce qu'effectivement, ça a démarré fort. Il y a eu un long marathon, un enchaînement de matchs. Quel était le programme de la reprise à ce moment-là de la saison? On fait quoi? Du physique, un peu de ballon quand même? Ouais, on est quand même obligé de repasser par une petite période physique, fin de semaine dernière. Et puis là, on est reparti sur la préparation de match classique. Voilà, on repart sur un autre marathon. De toute manière, les blocs s'enchaînent dans notre championnat. C'est comme ça. Donc voilà, un peu de physique semaine dernière et plus de technique sur cette semaine. Quel bilan vous faites de ce premier bloc qui est passé de 9 matchs? Mais ça a été, ça a démarré doucement. On a été plutôt en difficulté sur le début de bloc et puis on fait une super fin de bloc qui nous permet de vraiment nous reclasser. Donc je pense qu'on a réglé pas mal de choses et on s'est pas mal remis en question sur les 4-5 premiers matchs et puis derrière on a réussi à trouver les réponses sur le terrain malgré aussi beaucoup d'absences. Voilà, on a réussi à montrer que voilà, on était capable de repartir de l'avant après avoir été très loin de notre niveau. Il y a le match contre Bayonne, notamment ici, qui est quand même peut-être un peu le match référence de ce début de saison. Ouais, je pense que ce match, il est référence du début de saison, mais sur les matchs à domicile, c'était pas forcément là où on était vraiment en difficulté, parce que le match contre Lyon, on est plutôt bien dans le match, on loupe pas mal de points au pied, mais c'est un match qui peut finir à 40 points de la même manière, où on monte aussi du caractère. Mais c'était surtout à l'extérieur et je pense que le match contre Perpignan il est plutôt déterminant pour nous où justement on arrive à faire une bonne entame de match là où sur les précédentes à la 30e on était à 30 points derrière quoi. Donc c'est vrai que celui-là il nous fait beaucoup de bien je pense. Yoann, est-ce que vous sentez que la machine UBB est lancée? Sur le dernier match, juste avant la trêve, avec cette victoire à Castres, on a senti oui, que c'était lancé et que ça avait eu du mal à se lancer. Alors bien sûr, il y a eu de nombreuses absences de joueurs cadres, notamment sur ce début de saison. On a aussi senti que ce titre, finalement, il était un peu plus difficile à digérer que ce qu'on a bien voulu dire. Avec le recul, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Ouais, je pense qu'on est arrivé avec beaucoup de confiance peut-être et qu'on a pu aller sur des matchs en se disant ouais ça va aller parce qu'on est on est champion d'Europe, faut pas se le cacher. Mais justement ça nous a vite remis les pieds sur terre et on a pu se le dire droit dans les yeux que ça c'était fini et qu'aujourd'hui on n'était plus rien et qu'on était juste en course pour aller chercher autre chose. On a vu justement le discours, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, je crois que c'est après la défaite au Stade Français, le discours et de Yannick et de Thibaut, ça mobilise un peu les troupes, ça fait du bien d'entendre ce message-là aussi. Ouais, je pense qu'on en avait besoin, voilà, je pense qu'on a été et au Racing et au Stade Français et ça n'enlève rien à la qualité de l'adversaire, mais voilà, les mains peut-être un peu en haut du guidon. Bien sûr que même si c'est un adversaire de qualité, on ne peut pas se permettre, comme je l'ai dit, à la 30e, d'être 30 points derrière, de ne pas démarrer le match, de penser que ça va se faire comme ça. Donc c'était, je pense, plus sur l'état d'esprit que sur vraiment notre valeur. Et c'est vrai que c'était important de revenir à notre vrai visage. Est-ce qu'avec du recul, les 2 défaites à Paris ont peut-être fait du bien en fait? C'est un mal pour un bien. Ben, peut-être parce que c'est arrivé très tôt dans la saison aussi. Peut-être que si on avait eu des victoires, on va dire, sur une pièce qui tombe du bon côté ou des choses comme ça, peut-être qu'on se serait rassuré sur du faux. Au moins, on s'est dit les vraies vérités, je pense, sur ce premier mois de saison. Et ça nous a permis d'être bien plus consistants dans et notre manière de travailler et dans notre manière d'aborder les matchs.
On va parler de la prochaine journée de Top 14. On va regarder justement le programme. Ce sera dès ce vendredi soir. Exceptionnellement, vous allez recevoir la section paloise. On va regarder le programme qui va arriver de ce match de cette 10e journée. Donc vous recevez la section paloise. Vous voyez les deux autres clubs de Nouvelle-Aquitaine. Bayonne se déplace au Racing 92 et La Rochelle recevra le Castres Olympique avant le match de clôture entre le Stade Français Paris et Toulon. Si on doit faire un point sur le classement, c'est vrai que vous êtes bien positionné. Vous êtes pour l'instant à la 4e place à seulement 2 points du Stade Toulousain et de Toulon. C'est vrai que Mathieu, nos clubs de Nouvelle-Aquitaine performent pour l'instant. Bah oui, c'est vrai qu'elles sont plutôt dans la première moitié du tableau, donc c'est pas mal. On rappelle que l'UBB est meilleure équipe à l'extérieur. Ça paraît un peu incroyable. Il y a un mois, on n'aurait peut-être pas dit ça. C'est exactement ça. C'est la magie du top 14. Il y a néanmoins un match important qui vous attend contre Pau. Et Pau, c'est quand même un peu l'équipe surprise de ce début de saison. Est-ce d'ailleurs une surprise de les retrouver là Alors je sais pas si c'est une surprise, parce que quand même Pau, ça fait quand même quelques années qu'on voit Pau progresser, qu'on voit Pau bien recruter, qu'on voit Pau bien jouer au rugby, Pau être bon sur les fondamentaux. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est logique qu'ils se retrouvent à cette position. Et Pau, en plus de ça, c'est une équipe qui nous a très peu réussi quand même ces dernières années. Voilà, on a été gagné l'an dernier chez eux et on a gagné chez nous. Mais avant ça, ils sont venus nous taper 2 années de suite à Chaban. Donc voilà, on sait ce qui nous attend, et par la qualité de leur début de saison et par, on va dire, le contexte entre les deux équipes. Il faut se méfier de cette équipe, Johan, de la section paloise. Il faut s'en méfier, oui, puisqu'elle est venue gagner plusieurs fois les saisons précédentes à Chaban, sur des périodes de doublons en plus. Là, il s'agira d'un autre doublon. Donc, méfiance, oui. Après, il leur manque des joueurs aussi. C'est la petite nouveauté quand même cette saison, c'est qu'ils ont quelques joueurs concernés aussi par l'équipe de France. Donc, ils sont eux-mêmes victimes des doublons aussi. Comment vous expliquez cette montée en puissance de la section paloise dans ce top 14 ? Mais comme je viens de le dire, c'est une équipe qui, je pense, il y a une grosse stabilité déjà avec un entraîneur qui reste depuis plusieurs années, un entraîneur de qualité. Et ce qu'on remarque, nous, quand on analyse Pau, c'est que c'est une équipe qui applique à la perfection ce qu'on leur demande. On voit qu'ils sont très bons sur les lancements. On voit que, en fait, tout ce qui est technique, ils le font à la perfection. Donc, c'est-à-dire qu'avec des fois un peu moins de moyens humains, un peu moins de puissance que les autres, ils arrivent à dominer les équipes parce que techniquement ils sont bons, parce que tous leurs lancements ils sont bons, parce que dans la rapidité d'exécution ils sont bons. Là, cette année, c'est aussi une équipe qui est redoutable sur les duels aériens. Donc on voit là aussi l'importance des duels aériens et dans notre championnat et même au niveau international. Donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus complets, et en plus de ça, ils rentrent chaque année 1, 2, voire 3 joueurs de grande qualité du championnat. Cette année avec Issa, Montoya, voilà, des joueurs, des noms quand même qui sont très connus de notre championnat et qui sont des joueurs dominants. Donc il n'y a pas de surprise qui se retrouve là aujourd'hui. Est-ce que ce petit bloc avant la Coupe d'Europe va être assez important tout de même pour vous ? Ouais, il est très important parce qu'on démarre la Coupe d'Europe, nous en plus, par un voyage en Afrique du Sud. Donc on n'a pas le droit de prendre du retard sur le championnat. Donc on doit prendre tout ce qu'on a à prendre là et puis après pouvoir partir serein sur la Coupe d'Europe parce que on le sait, c'est presque, on peut dire, un 16e de finale en Afrique du Sud parce que on connaît l'importance de gagner tous les matchs en poule et si possible avec le bonus. Ouais. Alors Jeff, on a fait le bilan global du début de saison de l'Union Bordeaux-Bègles. À titre personnel, comment vous vous sentez physiquement ? Pas un scoop de dire que vous êtes plus sur la fin de la carrière que sur le début, mais on ne sait jamais, on verra après. Il y a encore un an de contrat, mais peut-être qu'il y en aura plus après. Mais vous, comment vous vous sentez physiquement et même moralement là, à ce moment de la saison ? Je me sens plutôt bien. Il y a toujours une bonne rotation dans l'effectif avec les joueurs qu'il y a à mon poste, donc je me sens plutôt bien. Et puis voilà, comme vous le dites, c'est la fin. Moi, je sais que j'arrêterai à la fin de mon contrat. Voilà, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de secret. Et je pense que quand on voit la ligne d'arrivée, c'est quand même toujours plus facile d'avoir et la motivation et la fraîcheur. Donc voilà, je pense que là, je prends tout ce qu'il y a à prendre et puis voilà, je me sens bien et physiquement et mentalement. On aura le temps d'en parler, mais c'est la préparation estivale qui va vous plus le manquer ou pas du tout ? Il n'y a plus qu'une encore alors, plus qu'une prépa physique. Ouais, plus qu'une. Mais pour tout dire, quand j'ai eu à me poser la question de si je restais ou si je partais, ça a pesé dans la balance. Je me suis dit, est-ce que tu es prêt à refaire quand même 2 ans comme tu viens de faire là ? Mais bon, je me suis dit, après, j'aime beaucoup les gens en place, donc
j'étais content de rester avec eux quand même. C'était ça, Rech, avant d'arrêter, il avait dit ça va pas du tout me manquer. Ouais, Préparation estivale. c'est vrai. C'est bizarre. Voilà, c'est Beaucoup, bizarre. beaucoup le disent hein, quand même. Hein. Beaucoup disent. Ouais, beaucoup. Oui. Voilà, ça va pas manquer cet été. Très bien. On va parler justement dans un instant de pas mal de ce monde. Juste une petite dernière question, notamment sur le 15 de France, vu que la France a joué à Bordeaux et que vous avez porté ce maillot. Comment pensez-vous de la forme du 15 de France pendant cette tournée? Ouais, le 15 de France, ce qu'il y a de compliqué, c'est un peu ce qui a été compliqué pour Bordeaux, par exemple, aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs clés blessés, il y a une autre dynamique à trouver. Et voilà, c'est vrai que les matchs n'ont pas forcément été très aboutis, mais il y a quand même une victoire contre les Fidji. Donc voilà, je pense qu'ils avaient besoin de cette victoire. Et ce qui serait top, c'est surtout que ça se finisse en apothéose contre l'Australie. Donc voilà, je souhaite à l'équipe de France et surtout à nos Bordelais. Johan, c'est vrai qu'on retient que ça finalement, cette victoire du 15 de France face aux Fidji. Oui, parce que c'était quand même un match assez décevant, mais des deux côtés, hein, j'ai envie de dire. Et une semaine après le coup sur la tête quand même reçu au Stade de France face à l'Afrique du Sud, où l'équipe de France, sur ce match, c'était les grandes retrouvailles après le quart de finale de Coupe du Monde qui s'est joué à 3 fois rien. Et là, on a constaté que l'écart était plus grand que prévu. Prochain match, ce sera donc l'Australie samedi soir du côté du Stade de France. Messieurs, bougez pas du plateau, on va parler dans un instant, on va ouvrir la boîte à souvenirs un petit peu, vos meilleurs moments, vos pires moments peut-être de l'histoire de l'UBB. On fait une page de publicité, on revient juste après la publicité pour parler de la suite dans Top Rugby. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport, comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles. Justement, le club en 2026 fêtera ses 20 ans. 4 journalistes du journal Sud-Ouest ont sorti le livre Histoire d'une folle reconquête aux éditions Sud-Ouest, avec notamment Nicolas Le Gardien, Arnaud David, Fabien Pont et vous, Yoann Lesoriès. Ce livre vous plongera vraiment dans les coulisses du club avec des interviews exclusives, une retranscription de l'histoire entre la fusion entre les clubs de Bègles et du Stade Bordelais. Bien sûr, le joueur du plus grand nombre de matchs, je ne veux pas spoiler Yoann, mais c'est comme Jefferson Poirot. Alors, au 5 octobre, c'est 258 matchs, ça va augmenter, hein, bien sûr, le nombre de matchs, mais voilà, faites partie de l'histoire de ce livre tout de même. Yoann, d'où est venue un petit peu l'idée, pourquoi avoir sorti ce livre avec 3 autres journalistes du journal? On voulait marquer le coup à l'approche des 20 ans. L'Union Bordeaux-Bègles, qui était à l'époque l'USB-CABBG, un acronyme imprononçable, un peu long. Donc l'Union du Stade Bordelais et du CABBG, en 2006. Et donc on voulait raconter cette histoire. Il se trouve... entre le temps qu'on ait eu l'idée et la sortie du livre, il y a eu un titre qui est venu concrétiser cette belle histoire. Donc c'était la parfaite occasion pour remonter le fil de l'histoire de l'UBB. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre ? Vous allez retrouver toute l'évolution, l'histoire de l'UBB qui n'a pas été cousue de fil blanc, hein, même si aujourd'hui on voit le Stade Chaban-Delmas plein, on voit l'UBB qui joue les premiers rôles, qui vient de titiller le Stade Toulousain, qui vient de décrocher son premier titre en Champions Cup. Elle est aussi passée par des moments difficiles. Jeff pourra en témoigner, je suppose. On a voulu raconter tout ça et puis ressortir les quelques joueurs. On n'a pas pu tous les citer, évidemment, mais qui ont marqué l'histoire de ce club par période. Mathieu, vous aussi, entre guillemets, vous faites partie de cette histoire de l'UBB avec cette émission de Top Rugby, quand même, qui a quasiment 10 ans, voire même plus. Oui. C'est vrai que l'UBB, c'est un jeune club, mais qui a quand même une grande histoire aujourd'hui. Oui, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, Yoann l'a dit, Chaban est plein, mais l'histoire a démarré à Moga. C'était pas plein au début à Moga. Jeff pourra en témoigner aussi. Donc c'était un jeune club quand on compare justement avec le Stade Toulousain, même le Stade Français qui est centenaire. Enfin voilà, il y a quand même peu de clubs, jeunes clubs aujourd'hui en top 14. Et donc ça rend hommage aussi, j'imagine, à travers ces pages, à tout le travail qui a été fait par Laurent Marty et tous ceux qui ont participé aussi. Donc à la construction, on avait fait une émission, Yoann était là sur les 10 ans, je crois, il y a quelques années ici même, donc voilà, on est toujours là aussi auprès de l'Union Bordeaux-Bègles. Alors, on va vous poser la question dans un instant de comment était le club en 2012 à votre arrivée, Jefferson, mais juste avant, Yoann, est-ce que vous qui suivez le club quasiment au quotidien, est-ce qu'on découvre des choses tout de même en faisant ce livre? Est-ce que vous avez découvert des choses? Découvert, non, ça fait quand même 10 ans que je suis l'UBB.
et Jeff Poirot que je connais maintenant depuis longtemps. Mais on est revenu vraiment sur les grandes lignes. Vous aurez à la fin de l'ouvrage, on a répertorié tous les joueurs qui ont porté les couleurs de l'UBB sur au moins un match officiel. Ça fait 331 joueurs. Alors oui, certains, on les a oubliés, ça sera l'occasion de les remettre à l'honneur. Et justement, parmi ces joueurs, 258 matchs au 5 octobre par rapport au livre Jefferson. Comment était le club en 2012 ? Le club en 2012, alors déjà, il faut savoir qu'en 2012, quand tu allais être recruté, tu visitais pas le club. Ok. Pour vous dire déjà l'état d'esprit. Et ça a duré quand même un petit peu longtemps, ça. Parce que il y avait pas d'infrastructure plus que ça, hein. Il y avait une salle de muscu dans le bâtiment administratif qui est cours Delphin-Loche. Donc voilà, c'était je me souviens qu'il y avait un côté altéro, on pouvait pas faire de l'épaulé jeté. Voilà, donc c'est un mouvement où on jette la barre en l'air parce que le plafond était trop bas, par exemple. Alors voilà, faut remettre un peu le contexte. Ça paraît réel, quoi. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y avait pas de cantine comme il y a aujourd'hui. Donc on prenait le petit-déj à la maison. À midi, on rentrait manger chez nous. Et enfin voilà, donc voilà, ça a bien évolué. Et je sais même, par rapport à ce que m'avaient dit les joueurs qui étaient avant, les Adam Jolac, les Hugh Chalmers, qu'avant ça même, eux étaient déjà contents de tout faire à Moga, parce qu'a priori, ils allaient dans une salle de muscu d'Ambègle. Enfin bon, voilà, c'était vraiment archaïque. C'est quoi le souvenir de quand vous êtes arrivé qui vous a le plus marqué ? C'est ça ou il y avait d'autres choses ? Franchement, c'est un peu négatif, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'arrivais de Brive. Et pour moi, je sais pas, j'imaginais Bordeaux un cran au-dessus. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai été un peu choqué des infrastructures. Parce que par exemple, on avait le vestiaire sous la tribune. Et donc, il y avait le vestiaire. En prolongement, il y avait un petit espace où il y avait les kinés. Et en prolongement, il y avait la douche. Et en face des kinés, il y avait les toilettes. Donc en fait, par terre, il y avait ça debout, d'eau dans la salle kiné et tout. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. T'arrives de Brive, où il y a quand même... Comme à la Lande, en fait. Ouais, je me disais, il y a quand même des installations il y avait une belle salle de muscu, il y avait un centre de formation avec des salles de cours vitrées magnifiques à Brive. Quand même des installations de bon niveau. Et là, j'arrivais là à Bègle, je me suis dit, mais là, t'arrives dans un club amateur, c'est pas possible. Voilà, ça m'a un peu surpris, quoi. Voilà un petit peu les souvenirs. On va en parler d'autres. C'est vrai, vous avez parlé, il y a eu des joueurs qui sont arrivés de tout horizon, un Américain, un Moldave, un Lituanien. Alors, Moldave, c'est bien sûr Vadim Kubias. On a visé tous les pays, quasiment. Beaucoup plus marqué l'histoire de l'UBB que les deux autres. Ouais. C'est vrai que voilà, on a tout visé en pays, quoi. Tout le monde est arrivé à Bordeaux. Oui, puis les nationalités diverses et variées, puis ça me fait penser à cette équipe de la montée en top 14. C'est Henri Broncan, juste avant la finale face à Albi, qui avait dit que c'était une équipe de mercenaires, parce que pas grand monde connaissait les Olé AVI, Blair Connor, Matthew Clarkin un peu plus, parce qu'il avait déjà joué à Montauban. Puis on se rend compte que... malgré toutes ces nationalités agglomérées, ça a fait une vraie équipe. Et puis aujourd'hui, tous ces joueurs dont je viens de parler, ils sont plus bordelais que tous les autres Samoans ou Australiens ou tout ce que vous voulez. Et quand vous êtes arrivé, Jeff, l'UBB jouait le maintien. Ça a duré quelques saisons. Ouais, ça a duré les 3 premières saisons. En gros, on a joué le maintien. Peut-être la troisième où on a cette pénalité de Lionel Boxis en face des poteaux à Toulouse où finalement on fait une super saison et on peut se qualifier sur cette pénalité. Et finalement derrière on va décrocher la Champions Cup en barrage. Voilà, donc voilà, ça c'est le tournant, on va dire, le premier tournant vers d'autres horizons de l'UBB, quoi. Il y avait aussi, on a noté, et c'est bien sûr dans le livre, pour moi il y a un match quand même aussi en référence, c'est le 2013, le 41-0 contre Toulon aussi. Ouais, celui-là. Vous l'avez pas mis en avant, mais celui-là, il a marqué aussi quand même... Ouais, celui-là, en fait, il a marqué dans le sens où on fait un début de saison compliqué. On est 13e tout le début de saison. Et c'est Bernard Laporte, à l'époque, l'entraîneur de Toulon. Il y a Wilkinson. Et ils viennent avec une équipe en plus que cohérente. Je me souviens que face à Camille Lopez, il y avait Johnny Wilkinson. Moi, quand je rentre, je suis en face de Karl Lehmann.
Donc c'est vrai qu'il y avait une équipe plus que cohérente et il y avait eu des suspicions comme quoi Bernard Laporte aurait fait exprès de lâcher le match à Bordeaux parce qu'on était en difficulté. Je me souviens que les Montois à l'époque avaient lancé ce type de rumeur parce que c'était improbable qu'on gagne ce match et 41-0 avec un full house de Camille Lopez, marqué de toutes les manières. Et si on doit faire un tour de table, pour vous, c'est quoi le moment le plus fort du club pour vous, Mathieu? Moi c'est le 41-0 contre Toulon. Ouais, je me rappelle parce que ça avait marqué quand même les esprits. Et je pense que là, l'UBB est devenu vraiment crédible, enfin en disant voilà, parce qu'il y avait toute une polémique, Jeff a raison de la rappeler, mais quand même, l'UBB envoyé un signal fort à la concurrence, et après il y a eu la confirmation derrière, effectivement, avec la montée, mais je pense que c'est le match de la bascule aussi. Pour moi, je me rappelle très bien de ce moment-là, donc moi je mettrais celui-ci. Johan? Moi je mettrais la demi-finale de Pro D2 à Grenoble. L'UBB termine 5e, je crois, de la phase régulière. Grenoble est archi favori, mais archi favori. Personne n'attend l'UBB. Il y a 10 supporters girondins à Grenoble. Et l'UBB l'emporte et donc est se qualifie pour cette finale face à Albi. On connaît la suite, la montée en top 14. Mais ce match-là à Grenoble, personne n'attendait l'UBB. Jefferson, un moment... Pas forcément, peut-être il y a sur la Coupe d'Europe, bien sûr, oui. Mais peut-être il y a un match ou quelque chose. Non, mais avant ça, c'est donc le 41-0 forcément, mais moi, ce qui m'a peut-être marqué, qui a marqué le tournant, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première fois qu'on s'est qualifié en Champions Cup, parce qu'il faut rappeler le contexte. On a une énorme déception une semaine avant, mais vraiment une énorme déception. On se dit, bon là, on a loupé le coche vraiment, et on se déplace pour le barrage. On joue contre Gloucester, à Worcester, qui est à 10 minutes de Gloucester. Donc on se dit, mais c'est fait exprès, c'est pas possible qu'on aille là-bas. Et je me souviens que Raphaël Ibanez nous avait dit, bon les gars, je vous le dis, on démarre avec moins 20. Il nous avait dit. Bon, au final, on s'est débrouillé pour être à 19-0 pour Gloucester à la 20e, donc on était à moins 40 même. Et au final, on remporte ce match sur un drop de Pierre Bernard en toute fin de match. Donc c'est vrai que là, c'est un super moment et on qualifie le club pour la première fois pour la Champions Cup et on reste qualifié après grâce à ces 7e places parce qu'au final après on n'a jamais été dans les 6 jusqu'à 2020 même 2021 du coup parce que la saison 2020 s'est arrêtée mais du coup on laisse le club qualifié pour plusieurs saisons en Champions Cup. Autre tour de table, le joueur qui vous a plus marqué? Ouais, là il y en a vraiment quelques-uns mais celui qui me vient en premier à l'esprit quand on me dit ça, c'est quand même Olé, AVI. Ouais. Parce que Olé AVI, quand tu arrives avec tes jeunes joueurs, c'est vrai qu'il te dédramatise un peu tout ce monde-là. Moi, j'arrivais de Brive où, en gros, pour te préparer, il mettait les 3 quarts au milieu du cercle et tous les avants autour, et c'était on se hurlait dessus. Et j'arrive dans un vestiaire où j'ai un talon qui est comme ça, qui fait 120 bars, qui joue de la guitare, qui met des steps à tout le monde, qui rigole toute la journée, et à 5 minutes de rentrer sur le terrain, le mec c'est plus le même, il vomit, parce qu'il vomissait. Donc tu l'entends vomir et il est transformé. Je me disais, mais comment il fait pour se préparer et switcher comme ça? Et c'est vrai qu'il m'a fait apprendre, il m'a appris beaucoup de choses sur la préparation d'un match. Johan, un joueur qui vous a marqué? Je vais aller vers les lignes arrière. Moi, Met Taleboula, à l'époque du grand Met Taleboula, j'ai regardé le best-of là, juste avant le France-Fidji sur YouTube. C'était quand même très impressionnant. Mathieu? J'aurais eu tendance à dire Adam Ashley Cooper, même s'il n'a pas marqué l'histoire du club, mais oui, je ne sais pas lui que je vais choisir. Je vais plutôt choisir en historique. Et j'hésite entre Hugh Chalmers et Matthew Clarkin. Les deux, je vais mettre les deux quasiment ex aequo. Et Hugh aussi parce qu'il venait souvent ici et qu'il nous a fait quelques belles bêtises, on va dire, pour rester poli à l'antenne. En tout cas, voilà. On voit que chaque joueur a mis une pierre à l'édifice quand même de cette jeune histoire tout de même de l'UBB que vous pouvez retrouver aux éditions Sud-Ouest, histoire d'une folle reconquête, coécrit par Nicolas Le Gardien, Arnaud David, Fabien Pont et vous, Johan Les Oreilles. On peut le retrouver partout aujourd'hui, ce livre, un joli cadeau de Noël. Partout dans les librairies, les grandes surfaces, le cadeau idéal de Noël. Voilà, si vous êtes fan de l'UBB. Merci Jefferson Poirot d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert la boîte à souvenirs. Et également merci Johan également d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Et on se retrouve bien sûr lundi prochain pour débriefer le match face à la section paloise. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission. Bonne soirée à tous.